Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous. Léa reçoit aujourd'hui pour le micro des gynécos le docteur Sophie Duchesne, gynécologue obstétricienne et médecin légiste, responsable d'une maison des femmes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle nous donne des conseils sur l'accueil d'une victime d'agression sexuelle. Bonjour docteur Duchesne, merci de venir intervenir sur notre chaîne du micro des gynécos. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de l'accueil d'une patiente victime d'une agression sexuelle. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire de façon globale comment accueillir une patiente victime d'agression sexuelle? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors donc comment on accueille cette patiente? Alors premièrement, on ne reste pas seul dans son incertitude et on ne panique pas. On n'hésite pas à appeler un ami si nécessaire et puis on pose les questions, principales. C'est déjà, qu'est-ce que la patiente, elle va attendre de cette consultation? Est-ce que c'est des soins? Est-ce que c'est des informations? Et est-ce qu'elle a déjà vu d'autres professionnels avant qui ont déjà fait des choses avant vous, histoire d'éviter de faire doublon? Autre chose, est-ce que, quand se sont déroulés les faits pour identifier les degrés d'urgence? Et puis encore une autre question, est-ce qu'elle a un souhait de porter plainte ou non? Parce qu'en fonction de l'urgence de preuves et médico-judiciaire, son souhait de porter plainte, ça pourra impacter beaucoup au niveau de votre prise en charge en fonction de votre protocole local et de vos intervenants locaux. OK, et alors, quels sont les délais qui définissent l'urgence de la prise en charge ou Alors, il va pas? y avoir 2 types de délais à prendre en compte. Il va y avoir l'urgence médicale et l'urgence médico-légale. Donc premièrement, l'urgence, médicale, qu'est-ce qu'on va un petit peu tous, mieux maîtriser, ça va être, les préventions, notamment la prévention du risque de grossesse. À ce moment-là, ça va être une urgence thérapeutique chez les patientes qui n'ont pas de contraception et ou, qui ont oublié leur contraception avec éventuellement une mauvaise observance pour une raison ou une autre. Et à ce moment-là, ça va être nos délais classiques qu'on connaît bien en gynéco qui vont être de 3 à 5 jours en fonction des pilules, des contraceptions d'urgence qu'on veut leur donner, et éventuellement les 5 jours, pour la pose d'un DU en urgence, qui est quand même, clairement beaucoup plus rare comme demande, provenant d'une patiente qui vient d'avoir, subi une agression sexuelle avec nécessité de cette contraception, mais dans quelques rares cas, ça peut arriver. Donc on a ces 3 et 5 jours. Après, on va avoir, l'urgence également médicale en ce qui concerne la prévention d'une infection sexuellement transmissible. Donc celle à laquelle on pense le plus, couramment, c'est, la trithérapie d'urgence, donc pour, prévenir, la séroconversion pour le VIH. Donc là, le délai, il est de 48 heures. Mais il faut savoir que ça soit pour la prévention de la grossesse ou pour la prévention d'une séroconversion, le plus tôt est le mieux. Donc par exemple, c'est pas parce qu'on va recevoir une patiente, à 19h qu'on peut se dire, «Bah, c'est bon, ça s'est passé il y a 6 heures, on peut attendre le lendemain qu'elle aille à la pharmacie tranquillement». C'est non, non. On la reçoit et le plus tôt possible, on met en place, ces traitements. Après, on va avoir d'autres urgences qui peuvent être en fonction des protocoles et en fonction des différents services. La prévention d'une IST avec, par exemple le début d'un traitement par azithromycine ou la sérovaccination de l'hépatite B qui ne se fait pas dans tous les centres. Donc ça, il faut vraiment se rapprocher des protocoles de notre service à ce moment-là. Donc on va également avoir d'autres, urgences au niveau somatique. Donc nous, ce qu'on va connaître bien au niveau gynécologique, ça va être des douleurs pelviennes, des métrorragies ou des saignements au niveau vulvaire qui peuvent être plus ou moins importants. Donc ça va être vraiment en fonction de la gravité, de l'agression sexuelle, notamment en cas de pénétration vaginale. On peut également avoir des saignements au niveau anaux en cas de pénétration anale. Mais là, tout l'intérêt va être de savoir et d'interroger la patiente sur, est-ce qu'elle a envie de porter plainte? Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait un autre examen, notamment un examen médico-légal, pour à ce moment-là essayer de comprendre si nous, il y a un intérêt qu'on les examine tout de suite ou si ça peut se faire de manière différée. Par exemple, des métrorragies qui sont très, très peu intenses et on voit à l'examen clinique qu'on a juste une petite plaie vulvaire et qu'il y a rien de plus, il y aura pas forcément besoin de mettre un spéculum. Donc, l'idée, c'est de bien doser, entre nous, notre examen et ce qui peut être fait en médico-légal. Les autres urgences, ça va être, les urgences somatiques autres que gynécologiques. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des violences physiques associées à l'agression sexuelle? Est-ce que, par exemple, il y a eu un traumatisme crânien? Est-ce qu'il y a eu une perte de connaissance? Et à ce moment-là, on est sur de l'urgence un petit peu classique extra-gynécologique.
Et puis, l'urgence psychiatrique avec une patiente qui va très, très mal, qui décompense une pathologie psychiatrique, qui est sur un raptus anxieux, qui est sur des idées suicidaires en aigu. Et là, il faudra se rapprocher éventuellement des professionnels, adaptés à cette situation qui est compliquée à gérer quand on est seul interne, aux urgences gynécologiques. Donc ça, c'est pour tout ce qui est prise en charge, médicale. Et après, on va avoir la prise en charge avec l'urgence médico-légale. Donc l'urgence médico-légale, et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce que ça va vraiment dépendre des ressources qu'on va avoir autour de nous. Notamment, est-ce que, on a un médecin légiste sur place? Est-ce qu'on a un service de médecine légale qui accepte même de faire des prélèvements, pour une récolte de preuves, même si la patiente ne souhaite pas porter plainte? Et ça, faut vraiment, à chaque fois que vous arrivez dans un service de gynécologie, essayer de vous renseigner sur, quels sont les parcours de ces patientes à ce moment-là, parce que c'est vraiment très différent en fonction des centres et en fonction des ressources. Et ces preuves, globalement, au niveau médico-légal, ça va être la présence de sperme et ou d'ADN. Et donc là, faut retenir que, les délais pour les obtenir, c'est grosso modo, s'il y a une pénétration, au niveau buccal, on est sur plutôt du 12 à 24 heures. Mais si la patiente, elle a bu ou elle a mangé quelque chose, et ben, à ce moment-là, malheureusement, on pourra plus trouver grand-chose. Au niveau, de la présence de sperme ou d'ADN, au niveau cutané, on est là encore sur les 24 heures si il y a pas eu de toilette. Si elle s'est lavée, malheureusement, on ne peut plus avoir ces preuves-là. Au niveau anal, on est sur du 24 à 48 heures, en l'absence de sel, et au niveau vaginal, on est entre 5 à 7 jours. Voilà, sachant que, quand on fait des prélèvements, l'endroit où on a le plus de chances de trouver, des spermatozoïdes, ça va être, par exemple, dans les cul-de-sac vaginaux. Voilà, pour, juste la petite précision. Donc ça va être nos preuves en termes de présence de sperme et ou de présence d'ADN. Et on va également avoir sur les patientes chez qui on a une suspicion de soumission chimique, ou d'agression, facilitée par, des substances. Il y a également les prélèvements, conservatoires, au niveau du sang et au niveau des urines qui nous permettent de récolter éventuellement différentes drogues. Mais alors ça, moi je vous dis ça, c'est pas du tout votre laboratoire d'hôpital qui va être capable de faire ça, tout comme d'ailleurs le sperme et l'ADN, ça va être vraiment des laboratoires, au niveau de la police et ou de la gendarmerie. Donc ça veut dire que tous ces prélèvements-là, il va falloir se poser la question avant de les réaliser, c'est-à-dire comment je les stocke et quelle va être leur validité médico-légale. Je précise que, ce que je viens de dire, ça ne concerne que les prélèvements conservatoires, donc à visée, d'analyse secondaire médico-judiciaire. Mais à visée médicale pure, si vous avez une patiente qui se présente aux urgences avec une suspicion, de soumission chimique ou d'agression facilitée par des substances, bien évidemment qu'avec les moyens du bord dans votre hôpital, vous pouvez faire un screening des principaux toxiques, à savoir par exemple l'alcool, les benzodiazépines, le cannabis, et cetera. Donc là, moi, je vous conseille, de contacter votre laboratoire, de voir ce qu'il est possible de faire, et de les prévenir que vous avez cette patiente et ce cas-là, et de leur demander s'ils peuvent récupérer le prélèvement et faire tout le screening qu'ils peuvent faire à l'hôpital, directement sur le sang et ou les urines en fonction de l'heure à laquelle vous la recevez. Comme ça, vous avez au moins les principaux éléments, en votre possession à visée médicale pure et pas médico-légale, mais ça vous donne déjà des informations à vous et à la patiente. Donc pour revenir sur les prélèvements légaux, il faut bien prévenir la patiente que, le but finalement de ces prélèvements, ça sera en cas de dépôt de plainte soit immédiat, soit ultérieurement. Et donc, il va falloir se poser la question: «Qu'est-ce que je fais de ces prélèvements? Est-ce que si moi je les fais, ça va être reconnu? Est-ce qu'il faut que j'appelle la police avant, si la patiente, elle souhaite porter plainte, pour que la police soit d'accord pour venir les chercher? Ou est-ce qu'il y a déjà un circuit à part, là où je travaille, où la patiente, en fait, elle va pas avoir besoin d'être reçue par moi, elle va directement être reçue par le médecin légiste qui va faire ses prélèvements et les stocker et faire la prise en charge, d'un point de vue somatique et en termes de prévention des IST et ou des grossesses, non désirées. Donc finalement, tout ce qui est prise en charge médicale, c'est assez simple, mais c'est pour la prise en charge médico-légale où ça va être un petit peu plus, touchy. Il faut vraiment faire en fonction de là où on travaille et de nos possibilités et de ce que souhaite faire la patiente. On a aussi des patientes qui n'ont pas du tout, du tout envie, d'une quelconque procédure judiciaire au moment où vous les voyez et qui va vous dire: «Bah non, moi je ne souhaite rien faire». Et ça peut quand même être pertinent de garder des prélèvements pour, si jamais elle souhaite, porter plainte, a posteriori.
À partir du moment où votre service a une sorte de convention avec les services de Mmh. police et le procureur, parce que si vous les conservez chez vous, mais que ça n'a pas été, vu auparavant avec des services de police, vos prélèvements n'auront aucune valeur parce qu'ils n'auront pas été conservés sous format de scellé. Donc, OK. c'est très, très important de savoir d'abord, avant d'examiner une patiente, est-ce qu'on est dans le cadre de l'urgence? Est-ce que, elle souhaite porter plainte, maintenant ou, éventuellement après ou dans les jours qui viennent? Et éventuellement de voir avec un service médico-judiciaire à proximité et ou avec la police, est-ce que je peux faire les prélèvements moi-même? Est-ce que vous allez venir les chercher? Si vous les faites sans que ça soit cadré, il y a très peu de chances que ça aboutisse à quelque chose. OK, et alors, en fonction de si elle porte, plainte ou pas, il y a des documents qui sont, différents à fournir, et qu'est-ce qu'on remet à la fin à la patiente, à la fin de l'examen? Alors, à la fin de l'examen, vous allez remettre finalement 2 documents à la patiente. Vous allez remettre, déjà un premier compte rendu qui est votre compte rendu de consultation classique comme vous faites dans n'importe quelle urgence. Cette patiente est venue pour telle demande, vous avez fait tels examens, vous avez fait tels examens complémentaires, votre diagnostic c'est ça, elle repart avec tel suivi, avec tel traitement. Ça, vous faites comme d'habitude. Et puis il y a un deuxième compte rendu que vous allez devoir lui remettre, c'est un certificat médical initial descriptif. Et alors là, j'insiste, c'est vraiment très important, qu'elle souhaite porter plainte ou pas, c'est impératif de lui remettre. Une personne qui vient et qui vous rapporte avoir été victime de violences, c'est une obligation médicale de lui remettre ce certificat. Vous lui remettez à elle parce que c'est elle qui vous le demande, dans le sens où elle vient suite à ces violences, le fait qu'elle souhaite porter plainte ou pas n'a normalement même pas à intervenir dans, votre réflexion dans est-ce que je le rédige ou non. Voilà, donc vous rédigez ce certificat médical avec les règles de rédaction des certificats classiques. Donc votre identité, l'identité de la patiente, à quel moment vous la recevez, quels sont les faits déclarés par la patiente, quels sont les éléments que vous constatez ou également si vous ne l'examinez pas, par exemple, parce que vous avez la chance d'être dans un endroit où il y a une unité médico-judiciaire derrière qui va l'examiner, l'idée c'est aussi de lui éviter d'avoir 2 examens qui vont aboutir à la même chose. Donc, par exemple, vous pouvez très bien mettre dans votre compte rendu, dans votre certificat médical initial, l'examen somatique n'est pas réalisé en raison d'un examen médico-légal prévu, dans les suites de mon examen. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Mais dans tous les cas, le CMI, il doit toujours être rédigé, toujours être remis à la patiente. Qu'il y ait réquisition ou pas, on est d'accord? Alors, s'il y a une réquisition, c'est un petit peu différent. S'il y a une réquisition, on va avoir des petites règles qui vont changer, c'est-à-dire que, vous allez devoir sur votre certificat répondre aux éléments de la réquisition à partir du moment où ça vous paraît pertinent, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a encore quelques vieilles réquisitions qui traînent où il faut dire si les patientes elles affabulent ou pas. Heureusement, il y en a de moins en moins, mais ce type de choses un petit peu limites, bien sûr, on ne répond pas à ça. Nous les patientes, on les croit et puis c'est tout. Le certificat sur réquisition, il va être à remettre à la personne qui vous a fait la réquisition. Donc dans tous les cas, il faut être bien clair avec les patientes sur le fait que le compte rendu, le certificat que vous allez leur remettre, soit est fait sur réquisition et sera remis directement à la personne demandeuse, soit va lui être remis à elle s'il n'y a pas de réquisition et que c'est un CMI, mais que le but de ce certificat, c'est, d'être dans les mains à un moment donné de la justice. Au moment où elle l'aura décidé. Donc très attention à tout ce qui est secret professionnel, secret médical et dans cet examen et dans ce certificat, on ne remet que les choses qui sont en lien avec les violences. Parce que si vous lui remettez un certificat dans lequel vous émettez des précisions, notamment sur son état de santé de façon générale, qui n'a pas de lien avec les violences ou qu'elle ne souhaite pas y figurer, à ce moment-là, le risque, c'est qu'elle ne le remette jamais, que vous l'ayez fait pour rien. OK, et alors à quel moment est-ce qu'il faut, signaler ou pas? Alors, les, signalements, finalement, ça va être des entraves au secret professionnel. Donc vous savez que le secret médical, c'est donc régi par l'article 226-13, du code, pénal et on a le droit d'y déroger selon certaines, limites qui sont, retrouvées donc dans l'article 226-14 et en gros, la loi, elle nous dit quoi? Elle dit que les règles qui s'appliquent au secret, médical, elles ne sont pas
applicable dans certaines situations, à savoir si la personne qu'on a face à nous est mineure ou alors si elle est incapable de se protéger en raison de son incapacité physique ou psychique. Donc pour faire plus simple, parce que ça c'est la loi, mais la loi en fait on l'interprète parfois un peu comme on peut. Si c'est un mineur, pour moi vous ne vous posez pas de questions, vous signalez. Voilà. Et si la victime elle est majeure, c'est un petit peu différent. Alors soit vous avez une victime majeure mais qui est d'accord pour le signalement. Bon là c'est le plus simple. Vous, voyez avec elle et vous signalez avec son accord. Un petit tip que je peux vous donner, c'est que par exemple, vous pouvez si vous avez le numéro de téléphone au moment où vous signalez, vous pouvez appeler, le procureur ou l'officier de police judiciaire de permanence, par exemple, face à la patiente. Comme ça, elle entend tout ce que vous dites et vous dites: «Bah, je suis le docteur machin, j'appelle pour signaler un cas d'agression sexuelle sur la personne de madame machin» et elle me rapporte et vous faites très, très brièvement, la liste de ce qui s'est passé. Là, c'est avec son accord. À partir du moment où elle est d'accord, on peut signaler n'importe quoi. Là où ça peut poser problème, c'est si elle n'est pas d'accord et à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est plutôt de signaler, quand vous avez des personnes qui ont des vulnérabilités physiques et ou psychiques qui ne leur permettent pas de se défendre. Et alors ça, c'est ce que dit la loi et donc du coup, on l'interprète, un petit peu comme on peut et c'est parfois du cas par cas. Je pense que quand on se pose la question de signaler, de toute façon, il faut, à votre niveau, jamais rester seul. Il faut toujours en parler, mais de façon générale, hein, surtout ce qui est victime d'agression sexuelle, mais encore plus pour les signalements, il faut en parler vraiment à votre senior et même lui peut en discuter. Ça peut être une discussion d'équipe, sur les cas un petit peu limites, sur les majeurs, est-ce qu'on signale ou pas? Tout en sachant qu'il y a aussi la question du signalement sur les violences au sein du couple, où maintenant on a, dans la loi la notion d'emprise, qui est également une dérogation au secret professionnel. Et elle, la patiente, qu'elle veuille ou pas porter plainte, on fait les 2 documents qui sont nécessaires. Si elle veut porter plainte, soit elle est passée, en fait, par le commissariat et il y a une réquisition, soit elle portera plainte en sortant, c'est ça, de notre consultation? En fait, il y a en pratique, ce qui se passe, soit vous voyez des patientes parce qu'en fait vous êtes, médecin et qu'elle vient vous voir en premier, et donc vous lui demandez si elle veut porter plainte. Si, elle vous dit non, ce qu'il faut obligatoirement faire, c'est votre prise en charge médicale, et là où vous allez être limité, c'est pour les preuves médico-légales. Donc vous pouvez toujours lui dire de garder ses vêtements. Mais vous, le problème, c'est que si vous faites des écouvillons à la recherche d'ADN et ou de sperme, en fait, si vous n'avez pas de protocole avec le procureur, vous n'aurez pas d'endroit où les stocker, ça n'aura aucune valeur. Donc en fait, là, ça servira à rien. Donc ça, si elle veut pas porter plainte, vous allez vous contenter de la prise en charge médicale. Par contre, si elle souhaite porter plainte, 2 choses. Soit vous avez, soit la porter plainte avant. Et à ce moment-là, elle est amenée et il faut vous mettre en lien avec la police qu'elle a contactée en demandant comment la police compte s'y prendre. En gros, est-ce qu'ils ont déjà pris rendez-vous dans une unité médico-judiciaire et à ce moment-là, bah, ça sert pas à grand-chose que vous la voyez. En tout cas, au moins, ne la voyez pas avant parce que ça risque de détruire des preuves. Mmh. Soit il veut, la police veut que vous fassiez tout et à ce moment-là, il faut qu'il vous envoie une réquisition et à ce moment-là, faut qu'il s'engage à venir chercher les prélèvements que vous allez faire, histoire que les prélèvements, en gros, ne restent pas dans le frigo à Saint-Aude pendant 48 heures Mmh. et que l'avocat, éventuellement, s'il y a un procès, vous dise: «Ben, en fait, non, ça vaut rien». Donc faut le certificat, au lieu de le faire à destination de la patiente, vous allez le faire à destination de l'officier de police judiciaire qui a émis la réquisition et il faudra bien qu'il vienne chercher les prélèvements. Si elle n'a pas encore vu la police, mais qu'elle vient vous voir parce qu'elle veut des infos, on va éviter de la trimballer à droite, à gauche et donc si elle est d'accord, ça correspond finalement au signalement avec accord de la patiente. À ce moment-là, vous lui dites: «Bah, si vous êtes d'accord, je vais appeler la police maintenant, comme ça on va voir comment on va procéder». Vous appelez l'OPJ, comme je vous dis, face à la patiente, comme ça il y a pas de question de secret professionnel, elle est au courant de tout et vous vous mettez d'accord avant sur ce qu'elle souhaite que vous disiez ou pas. Parce que parfois sur certaines atteintes sexuelles, il y a des patientes qui sont choquées par ce qui leur est arrivé et qui veulent pas forcément que vous alliez dans le détail. Donc c'est pour ça que c'est important, de dire, sur les choses un petit peu touchy: «Est-ce que ça, vous m'autorisez à le dire maintenant à la police ou pas?» pour éviter de la retraumatiser derrière et la police, en fait, va vous dire: «Bah, soit je vous envoie une réquisition et on fait tout», soit la police va vous dire: «Bah, attendez, j'appelle l'UMJ et si l'UMJ peut la voir, l'UMJ va tout faire». OK. Voilà. C'est difficile de synthétiser parce qu'en fait, chaque, urgence gynéco fonctionne différemment.
Et je sais qu'il y a des urgences gynéco qui font tout, il y a des urgences gynéco, qui font tout, mais ça dépend de l'heure. Il y a des endroits où les urgences gynéco ont la chance d'avoir un service de médecine légale qui fait tout à côté, parfois même sur des prélèvements sans réquisition. Donc en fait, c'est vraiment du cas par cas en fonction de là où vous travaillez. OK, et la réquisition, elle nous stipule systématiquement le type de prélèvement qu'on doit faire? Urinaire, non, Mmh. c'est à nous C'est à de vous de connaître juger? ouais. Donc c'est pour ça que c'est bien de connaître Mmh. les délais d'urgence médico-légale. Ça, c'est important de le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Souvent, si la police vous demande, vous pouvez leur dire de mettre, bah, tout prélèvement vous paraissant utile. Comme ça synthétise. OK. Ouais, bah, c'est très intéressant, merci, et c'est important aussi donc de bien connaître le réseau avec lequel on travaille, et si j'ai bien compris, parce que les façons de travailler peuvent aussi peuvent changer en fonction des centres, et quels sont les contacts qui sont nécessaires à avoir, pour prendre en charge une patiente victime d'une agression sexuelle? Alors, il va y avoir des contacts à connaître pour moi à 2 niveaux, à votre niveau à vous pour votre prise en charge et puis après au niveau de la patiente pour lui donner des conseils, finalement. Je pense qu'à votre niveau, il faut toujours garder en tête que, pour un signalement, une procédure judiciaire, si votre patiente, elle arrive, que vous êtes son premier recours et qu'en fait, elle vient vous voir parce que vous êtes médecin, mais qu'il y a un désir de dépôt de plainte, et que derrière, on peut proposer une prise en charge conjointe, au niveau médico-légal, le premier contact à avoir, ça va être le 17. Et puis également le mail et ou le numéro de téléphone du procureur, de la République qui est de permanence. Donc ça va être vraiment pour le côté légal et pour le côté médical, les contacts à avoir, ça va être, les contacts des autres, urgentistes autour de vous, des urgences générales si c'est nécessaire avec une patiente par exemple qui a perdu connaissance, des urgences pédiatriques si vous avez une très jeune victime, et que c'est compliqué pour vous de la prendre en charge seule. Puis les urgences psychiatriques si vous avez une patiente qui psychiquement est en détresse. Et puis également le service de la maladie infectieuse pour savoir comment est-ce qu'on organise le suivi de cette patiente. Parce que derrière, il va falloir lui faire des prélèvements et puis la suivre avec différents prélèvements petit à petit. Donc ça, je pense que c'est bien qu'eux soient dans la boucle. Donc vous, c'est bien important de savoir comment votre structure fonctionne avec ses correspondants. Et donc la connaissance des protocoles, c'est vraiment essentiel. Également, si vous avez des unités médico-judiciaires, qui sont, dans votre département ou qui sont joignables pour des conseils, enfin, voilà, on a toujours de bons conseils dans les UMJ, on peut toujours vous donner des informations. Et puis, si vous avez également des structures de prise en charge des femmes victimes de violences à type de maison des femmes, vous en avez que vous pouvez essayer de contacter pour aussi avoir, leur expertise et leur avis sur ces patientes et éventuellement même leur proposer un suivi qui est généralement la prise en charge qui va être proposée par ce type de structure pour après l'urgence. Donc ça, c'est pour vous et derrière les informations que vous pouvez donner et les contacts que vous pouvez donner à vos patientes, ça va être par exemple le 3919, ce qui est, le numéro de la Fédération nationale solidarité femmes qui peut justement, enfin que chaque femme peut appeler pour avoir des informations en dehors du contexte de l'urgence, de façon générale sur les violences sexistes et sexuelles. Vous allez avoir le 116 006 pour avoir des informations sur le côté juridique. Vous pouvez également, orienter, les femmes que vous voyez sur des associations de juristes. Vous avez France Victimes et vous avez également les CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, qui sont toujours intéressantes et qui peuvent toujours, notamment quand on est dans un contexte, par exemple, conjugal, donner des informations à ces femmes. Vous avez aussi le 0800 05 95 95 qui est, le service viol femmes information. Vous avez le 01 40 47 06 06, c'est écoute violence femmes, handicapées et puis vous avez également des numéros tels que le 31 14 qui sont des numéros, d'aide d'un point de vue psychique enfin quand on est dans un contexte d'idées suicidaires et puis c'est bien aussi d'avoir son petit réseau local, d'associations de patientes, parce que c'est des associations qui sont généralement très, très actives et que le côté père aidant et les, groupes de parole qui peuvent éventuellement être proposés par ces associations de patientes, c'est vraiment un soutien très, très important pour ces femmes parce que nous, on va les voir là dans le cadre de l'urgence, aux urgences gynécologiques, mais pour elles, ça va être quelque chose de beaucoup plus long derrière. Donc, il faut vraiment pouvoir leur proposer un soutien ultérieur. Et concernant les preuves médico-légales, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la patiente?
Alors ce qu'on peut conseiller aux patientes, c'est de conserver leurs vêtements, afin d'essayer de retrouver des preuves encore là à type d'ADN et ou de sperme et ça peut être précieux pour les enquêteurs si elles sont amenées à porter plainte après. Donc très important, leurs vêtements, elles les gardent dans des enveloppes Kraft ou dans des sachets en papier. C'est tout bête, mais en fait, le plastique, ça va détruire l'ADN parce que ça va moisir. Donc, en fait, vraiment, elles les mettent à part. Surtout, elles ne les lavent pas. Elles les mettent dans des enveloppes Kraft et le jour où elles se décideront à porter plainte, ce qui, bien sûr, le plus tôt sera le mieux, elles les apportent à la police comme ça. Merci beaucoup, docteur Duchesne, pour toutes ces informations qui sont précieuses. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit récap en 1 minute? On va essayer. Donc, quand vous avez une femme qui vient aux urgences dans un contexte d'agression sexuelle, les premières questions à lui poser, c'est pourquoi, est-ce qu'elle vient vous voir? Quelle va être sa demande? Quelle prise en charge, elle attend de votre part? Quand est-ce que l'agression sexuelle s'est passée? Quel type d'agression sexuelle s'est passée? Est-ce qu'elle souhaite porter plainte? Et à partir de là, donc vous voyez votre urgence. Est-ce qu'il y a besoin de faire une prévention des IST, une prévention d'une grossesse, une trithérapie antirétrovirale? Est-ce que vous pouvez lui proposer des prélèvements de preuves à type d'ADN, et ou de sperme, mais qui va se faire que dans un cadre très, très cadré au niveau médico-légal? Et puis derrière, voilà, le but, c'est aussi d'éviter les doublons, d'essayer de faire le maximum vous ou alors de le réadresser vers des services qui feront tout. Se poser la question bien sûr du signalement chez les patientes mineures et ou vulnérables, disposer d'un vrai réseau et surtout, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le plus important, c'est vraiment et c'est essentiel dans le soin, ces patientes, il faut vraiment les rassurer, les informer sur la loi, sur le fait que le viol, c'est jamais de leur faute, peu importe les circonstances, qu'il n'y a pas de honte à avoir, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, que vous êtes là pour les aider, que le viol, c'est un crime. Et que vraiment elles sont au bon endroit, elles n'auront jamais à avoir honte d'en parler et que vous êtes là pour les aider et normalement la justice est là pour les aider aussi. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.